bonsoir. Je vais vous parler des mandalas, mais avant, je vais me présenter. Je m'appelle Armelle Troyon. Alors, mon parcours, j'ai été institutrice pendant près de 30 ans. Et j'ai découvert, pendant que j'étais institutrice, les mandalas en 93 avec Marie Pré. J'ai donc mis des mandalas dans ma classe et là, j'ai vu certaines choses assez extraordinaires se passer. J'ai donc eu envie d'approfondir et de m'occuper des enfants un petit peu différents, un peu en difficulté à l'école. Et j'ai repris des études pour être rééducatrice en réseau d'aide. Donc on s'occupe des enfants qui ont toute l'intelligence qu'il faut pour apprendre, mais pour X raisons, n'arrivent pas à rentrer dans le statut d'élève. Donc là, c'est pareil, il y avait toujours dans ma salle de rééducation des mandalas à disposition et j'ai aussi vu de très très belles choses se réaliser. Entre-temps, j'avais suivi une école de formation avec Marie Pré sur plusieurs mois et j'avais commencé à animer des stages pour adultes avec une orientation développement personnel. Et là, les mandalas, c'est pareil, offraient vraiment aux gens des possibilités extraordinaires. J'ai donc eu envie d'approfondir dans ce domaine-là, de quitter un petit peu le carcan éducation nationale pour voler de mes propres ailes. Et j'ai repris une école en développement personnel pour ouvrir un petit peu sur cette porte-là. Donc voilà mon parcours. Je vais maintenant vous présenter les mandalas. Qu'est-ce que c'est qu'un mandala? Un mandala, c'est une forme organisée autour d'un centre, un dessin, une forme. Il faut qu'il y ait un centre bien marqué et une périphérie. Le terme vient de l'Inde. En sanskrit, ça veut dire cercle ou pensée contenue dans un cercle. Mais en fait, il y en a dans toutes les cultures. Donc, dans notre culture, ce sont les rosaces. Voilà une rosace de cathédrale. Vous en avez dans différentes cultures. Voici un mandala avec des motifs andalous. Dans tous les palais andalous, les bijoux sont des formes de mandala. Vous avez un mandala qui a une... Voilà, vous reconnaissez l'influence de l'Afrique du Nord. Si vous allez en Amérique du Sud, il y a la roue de médecine amérindienne. Mais plus près de nous, vous coupez une orange, vous verrez un beau mandala. Vous coupez une tomate, une carotte. Une fleur est un mandala, une toile d'araignée, la cellule humaine, la molécule d'eau. En fait, quand on se met à chercher des mandalas, on en trouve partout. Alors, cette forme est intéressante. Pourquoi? Parce que vous avez au centre le noyau de la cellule humaine. C'est là qu'il y a l'ADN, tout ce qui nous constitue. Mais c'est aussi le point ressource. Si vous allez dans les villages anciens, en Ardèche par exemple, vous verrez qu'on utilisait cette forme-là. C'était une forme qui était très utilisée dans l'ancien temps. Les veillées, on se mettait en cercle autour de la cheminée. Les danses, il y avait toujours quelque chose au centre. Les rituels aussi étaient organisés sur cette forme-là. Voilà le village de Sienne. Le centre du village, c'est la place, le lieu ressource. On peut venir rencontrer les anciens, chercher un avis, demander de l'aide, discuter. Et très souvent, il y a le lieu spirituel. La périphérie, on ne la voit pas sur cette photo, mais on l'imagine, c'est le mur d'enceinte. Le soir, on ferme les portes, on est en sécurité. C'est la même chose pour la cellule humaine. La périphérie, c'est la membrane cellulaire. C'est ce qui va empêcher les intrus de pénétrer dans le cytoplasme. Donc vous voyez, c'est une forme dans laquelle on va déjà être vraiment ramené vers le centre, vers nous-mêmes, mais en sécurité puisqu'il y a une périphérie. Alors le mandala n'est pas obligé d'être rond. Vous voyez, voici un mandala, la périphérie est carrée, mais il y a par contre une certaine organisation autour du centre. Vous prenez les tapis, tous les tapis anciens, les tapis turcs par exemple, sont organisés autour d'un centre, mais la périphérie est ovale ou fantaisie. Donc la périphérie n'est pas obligée d'être ronde. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un centre. Si vous allez dans une cathédrale, que vous regardez la rosace, le vitrail en forme de rosace, votre œil se pose au centre et sans bouger, vous verrez toute la rosace, tout le dessin. Si au contraire, vous regardez un vitrail vertical, votre œil va chercher différents points d'appui. Il y a d'ailleurs différentes scènes, différents centres d'intérêt. Et votre œil se promène en permanence. Donc, ça va être une forme reposante à regarder.
Les enfants, par exemple, vous prenez des tout jeunes enfants, si vous leur donnez un coloriage ordinaire, ils vont commencer un peu là, un peu là, un peu là, parce que tout comme dans le vitrail vertical, ils ont différents centres d'intérêt. Alors que si vous leur donnez un mandala, leur œil se pose au centre et le coloriage s'organise autour du centre. Donc vous voyez déjà l'intérêt pour cette forme. Alors bien sûr, on peut mettre toute une philosophie dans le mandala. Vous prenez les mandalas que font les moines tibétains, en voici un. Ils font en fait à peu près 1,50 m à 2 m de diamètre. Ils sont faits en sable coloré. Ils peuvent passer plusieurs jours à plusieurs à le faire. Et ensuite, ils soufflent dessus. Ce n'est pas ce qu'on obtient qui est important. C'est le moment traversé en le faisant, le moment présent. Donc c'est ça qui va être intéressant dans le mandala. Vous avez bien compris déjà l'intérêt de cette forme. Un centre, l'œil se pose au centre et voit tout le dessin une seule fois. La périphérie. Alors, qu'est-ce que va nous apporter le mandala? Eh bien déjà, on est en sécurité dans un mandala. Et puis, on va être dans le côté artistique. Parce que notre mandala, on va le mettre en couleur. C'est une des activités possibles dont je vous parle en premier. Vous choisissez un dessin de mandala tout fait et vous allez mettre des couleurs dedans. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Déjà, il est important de faire à l'intuition. C'est-à-dire, vous allez feuilleter votre album, votre cahier de mandala ou les mandalas que vous avez, et vous allez vous laisser attirer par un mandala. Car déjà, vous n'allez pas être attiré par le même mandala si c'est le matin, que vous êtes encore un peu endormi, ou si c'est le soir et que vous rentrez après une journée de travail et 1 heure d'embouteillage. Vous ne serez pas du tout attiré par le même. D'où l'importance d'avoir des albums qui présentent une certaine variété. Après, vous ouvrez votre boîte de couleurs et vous vous laissez attirer par les couleurs. Et là, naturellement, votre œil va être attiré par les couleurs qui sont bonnes pour vous dans le moment présent. Vous avez tous entendu parler de l'énergie des couleurs. Si vous êtes fatigué, vous irez certainement vers des couleurs vives pour vous donner de l'énergie. Si au contraire, vous avez besoin de vous calmer, vous serez plus attiré vers les couleurs pâles. Mais en faisant l'intuition comme ça, vous allez laisser le mental de côté. Moi, j'ai fait un atelier une fois avec 2 petites dames qui étaient sœurs, qui étaient venues. C'était la première fois. Alors, il y en a une qui a joué le jeu, qui s'est laissée attirer par les couleurs. Et l'autre, elle s'est dit, je vais faire un dégradé avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Au bout d'1 quart d'heure, elle est venue me voir. J'ai raté, je peux recommencer? Mais bien sûr, pas de problème. Elle recommence. Au bout d'1 quart d'heure, elle vient me revoir. J'ai encore raté. Eh bien oui, parce qu'elle essayait de faire son mandala par le mental, en fait. Et donc, elle n'arrivait pas à faire ce qu'elle voulait. Alors que l'autre, sa voisine, qui s'était laissée prendre au jeu de l'intuition, colorier. Et quand elle a eu fini, elle a dit « Je ne pensais pas que j'étais capable de faire quelque chose d'aussi joli. » C'est souvent ce qui se passe d'ailleurs, que j'ai accompagné des personnes âgées. Dans un premier temps, c'est « je ne sais pas comment faire, je ne sais pas sortir les couleurs, vous pouvez m'aider. » Laissez-vous attirer par les couleurs. Et ça se termine toujours par « je ne pensais pas que j'étais capable de faire quelque chose d'aussi joli. » Ou alors, il y a des personnes, des fois, parce que quand j'accompagne les adultes, une fois qu'elles ont fini leur premier mandala et qu'elles ont joué le jeu de l'intuition, elles disent « mais c'est pas moi ça, je ne me reconnais pas, ce n'est pas les couleurs que je prends habituellement. » Ben oui, parce que tout simplement, vous avez laissé tomber le mental. Et en fait, notre corps sait parfaitement ce qui est bon pour nous. Donc c'est vraiment en faisant à l'intuition que vous allez vous faire le plus de bien. Alors c'est pareil, on me dit souvent il faut commencer par l'extérieur, il faut commencer par l'intérieur. Il y a toute une théorie parce que Marie Pré a vraiment cherché à comprendre. Elle s'est aperçue que si on commençait par l'extérieur pour aller vers le centre, on se calmait, on se retrouvait. Si au contraire on allait du centre vers l'extérieur, on allait plus s'énergétiser, s'ouvrir, aller vers le monde extérieur. Donc on peut bien sûr, quand on commence son mandala, qu'on a choisi son mandala et sa couleur, repasser par le mental et dire « Oh, je suis fatiguée, je vais plutôt aller comme ça. » Mais en fait, si on laisse la main se poser là où elle a envie de se poser, elle sait très bien aussi ce qui est bon pour nous. Vous allez peut-être commencer à faire votre mandala comme ça et après vous allez peut-être repartir comme ça. Peu importe. L'essentiel, c'est vraiment de se connecter à son intuition et à ses ressentis. Alors là, quand vous allez faire votre mandala comme ça, vous allez faire fonctionner votre hémisphère droit. Je ne sais pas si tout le monde connaît un petit peu le fonctionnement cérébral. En fait, on a 4 cerveaux.
On en a un qui est archaïque, qui réagit par réflexe. Vous vous brûlez, vous retirez la main, vous n'avez absolument pas réfléchi. C'est celui qui assure le territoire, la survie. Au-dessus, on a le cerveau limbique, commun à tous les mammifères. Lui, il engrange toutes les mémoires. C'est ce qui explique qu'en fait, on réagit toujours de la même façon. Et des fois, on se dit, mais pourquoi j'ai encore réagi comme ça? Je savais bien. Là, on a réagi vraiment avec les deux premiers cerveaux, parce que quand on est en état de stress, la circulation entre les cerveaux qui sont au niveau du corps calleux se bloque au niveau de ces deux premiers cerveaux. Et de ce fait-là, on va réagir soit de façon très archaïque, soit avec nos mémoires. Toute activité déstressante va nous emmener vers le néocortex, qui est la partie la plus importante du cerveau et dans lequel il y a deux hémisphères. Alors l'hémisphère droit, c'est celui dont je vous parlais tout de suite. C'est celui de l'intuition, des ressentis, c'est celui qui est artistique, qui est créatif. Il va voir les choses de façon globale. Vous regardez une fleur, rien qu'avec l'hémisphère droit, vous la voyez comme ça. Oh, elle a une belle forme, une belle couleur, elle est jolie, elle sent bon, elle me fait du bien. Et de l'autre côté, vous avez l'hémisphère gauche qui, lui, va gérer l'espace, le temps, la parole, qui veut tout comprendre, tout expliquer. C'est un cerveau très rationnel et lui, il voit vraiment par petits bouts. Donc lui, il va voir la fleur de cette façon-là. Ah, là, c'est les pétales, il y en a 6. Là, c'est les étamines. Ça sert à la reproduction. Je la mets dans la classe D, dans la famille D. Donc, vous êtes rentré dans votre mandala par la porte intuitive. Rappelez-vous, vous l'avez choisi, vous êtes avec les couleurs. Mais un mandala, par rapport à un dessin, si vous restez dans une activité artistique pure, vous restez essentiellement dans le cerveau droit, qui est aussi celui de l'imaginaire, la créativité. Mais regardez, les mandalas, ils ont une organisation. Donc, vous allez gérer l'espace, la symétrie, vous allez être dans la logique et la déduction pour placer vos couleurs par petites cases. Là, vous allez faire fonctionner l'hémisphère gauche. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez faire fonctionner les deux hémisphères en même temps. D'où une sensation d'équilibre, de bien-être, mais aussi il va y avoir au niveau du corps calleux des connexions qui vont se refaire entre les deux hémisphères. Et vous allez donc récupérer l'énergie de l'hémisphère que vous utilisez le moins au quotidien. Je vais vous donner quelques exemples. Moi, ce que je vous raconte, c'est beaucoup dû à ma pratique professionnelle et ce que j'ai observé sur le terrain. En tant que rééducatrice, j'ai eu une enfant de CE2, une petite fille. La maîtresse me dit début novembre, je n'ai pas encore entendu le son de sa voix, elle ne s'intéresse à rien, elle ne fait rien, elle a vachi sur sa table. Donc la petite vient avec moi, on fait une première séance où on prend connaissance, puis après elle choisit dans la pièce ce qu'elle veut. Donc il y avait des jeux, des marionnettes, enfin un tas de choses, et elle choisit des mandalas. Première séance, elle colore un mandala, assise en face moi. Deuxième séance, elle termine son mandala, elle en reprend un autre. Troisième séance, elle colore des mandalas. Quatrième séance, elle colore des mandalas. Bon. Cinquième et sixième séance, elle termine son mandala et elle prend des livres et elle s'arrange pour être dans un coin de la pièce où je ne la voyais pas. Elle s'assoit sur un petit canapé que j'avais. Elle lit les livres. Bon. Au bout de la sixième séance, il y a la maîtresse qui vient me voir et qui me dit « Mais t'as une baguette magique ou quoi? C'est plus la même. » Elle cause, elle s'intéresse, elle blague même, elle travaille. Je dis non, elle a fait des mandalas. Ah bon? Alors moi, j'ai quand même essayé de comprendre. Et finalement, cette enfant-là, c'était une enfant de fin décembre. Elle est donc arrivée au CP vraiment très jeune. Oh là là, qu'est-ce qu'on me demande à l'école? C'est beaucoup trop difficile pour moi, ça. Je vais un petit peu m'en aller dans mes rêves, dans ma tête, dans mon imaginaire. Hémisphère droit. Alors bien sûr, on lui a fait du soutien, donc elle a à peu près appris à lire. Mais comme le soutien, on le refait de la même façon qu'à l'école, on veut tout expliquer, tout rationaliser, on fait travailler que l'hémisphère gauche. On lui a fait du soutien en petits groupes ou même individuellement. Donc finalement, cet enfant qui, elle, n'était intéressée que par l'hémisphère droit, son monde, l'imaginaire, elle a développé petit à petit des résistances parce qu'on voulait l'emmener sur un terrain qui n'était pas le sien. Et finalement, elle est arrivée début CE2, plus aucun intérêt pour l'école parce qu'elle était complètement partie dans son hémisphère droit, complètement dans son monde et complètement déconnectée de la réalité de ce qu'on pouvait lui demander à l'école. Elle a fait des mandalas. Il y a donc des connexions qui se sont refaites entre les deux hémisphères et elle a pu récupérer l'énergie de l'hémisphère gauche
qui était demandé à l'école. Alors ça, je ne l'ai pas observé qu'une seule fois, je l'ai observé beaucoup chez les enfants, mais aussi chez les adultes. Vous prenez un adulte qui a le travail, la maison, les transports à gérer. Donc beaucoup de stress, de gestion du temps, beaucoup dans l'action. Le monde du travail, la société à l'heure actuelle, c'est beaucoup hémisphère gauche. Qu'est-ce qui se passe? Le corps est en recherche permanente d'équilibre. Donc si on va beaucoup dans l'hémisphère gauche, la rentabilité, tout comprendre, tout mettre dans des cases, il faut à un moment se ressourcer. Donc on va aller dans l'hémisphère droit pour se ressourcer, pour rétablir cet équilibre. On y est très bien dans l'hémisphère droit, on est connecté à soi-même, on est dans l'intuition, dans les ressentis. Mais après, il faut retourner dans l'hémisphère gauche, et pour se ressourcer dans l'hémisphère droit, et ainsi de suite. Et finalement, on fait des navettes. Et plus on va être dans un hémisphère, loin dans un hémisphère, plus on va être obligé d'aller loin dans l'autre hémisphère. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est que j'avais des amis qui faisaient des très belles activités dans le développement personnel, mais j'avais une amie particulièrement, pour arriver à gérer le quotidien, elle était obligée de prendre 3 jours entiers par mois pour se ressourcer, vraiment toute seule, s'isoler. Elle était obligée de faire une demi-heure de méditation le matin, une demi-heure de méditation le soir. Je me suis dit, mais quelle mère de famille qui a un travail peut avoir le temps de faire tout ça, peut prendre 3 jours par mois pour s'isoler complètement? Finalement, si on prend des activités qui sont dans cette zone d'équilibre, qui font fonctionner les 2 hémisphères en même temps, eh bien tout simplement, on se ressource et on apprend à rester dans cette zone d'équilibre qui est confortable. Et on n'a plus besoin de faire des navettes dans l'hémisphère gauche et des navettes dans l'hémisphère droit. C'est un peu en fait le geste conscient. Quand on est dans une activité manuelle, on peut tout simplement mettre de l'hémisphère droit, c'est-à-dire se connecter à ses ressentis, à son intuition. Et là, on va faire fonctionner les 2 hémisphères en même temps. Donc on refait des connexions et on se ressource. Prenez les anciens, ils le savaient très bien. L'éveillé autrefois, il y avait toujours un travail manuel répétitif. On cassait les noix, on faisait des paniers, on faisait de la broderie, enfin un travail manuel répétitif. Mais il y avait toujours le compteur à côté. Ou alors on chantait. Les travaux très répétitifs, les bûcherons, les maçons, tout ça, ils chantaient autrefois. Et bien tout simplement parce qu'on là, on était dans les 2 hémisphères en même temps. Bien sûr, on était dans le faire, répétitif, le travail, mais on était dans l'imaginaire avec les contes. Et très souvent, d'ailleurs, on était en cercle autour du feu. Donc là, on était en équilibre cérébral. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Comme on est beaucoup hémisphère gauche dans la société actuelle et dans l'école, et qu'on a besoin d'aller se ressourcer hémisphère droit, eh bien, les enfants, par exemple, les ados, ils n'ont pas assez de portes d'entrée pour aller dans cet hémisphère droit. À l'école, les activités artistiques libres ont complètement disparu. Dès la petite section, maintenant, il faut les mettre dans des cases. Il faut savoir, ils font faire ça. On fait de la peinture pour apprendre à faire des lignes, à faire des points. Donc, les enfants, ils n'ont plus tellement l'occasion d'aller dans l'hémisphère droit. Si bien qu'arrivés à la préadolescence, adolescence, ils n'ont plus de moyens pour y aller. Qu'est-ce qu'ils font? Ils y vont avec les jeux vidéo. Ils y vont avec les mondes complètement imaginaires. Ou alors, comme en Angleterre, ils boivent de plus en plus jeunes parce que les substituts permettent d'aller dans ce monde imaginaire, ce monde déconnecté de la réalité. Donc, je me suis un peu éloignée des mandalas. Mais vous voyez, c'est un outil qui va vraiment être en équilibre cérébral, qui va nous permettre de recontacter, de refaire des connexions. Moi, j'ai travaillé aussi avec des personnes âgées et dans le groupe Marie Pré, on est un peu plus de 80 maintenant et on travaille tous dans des dominantes différentes. Donc, il y a par exemple des gens qui sont vraiment spécialistes, des personnes âgées qui travaillent en maison de retraite. On s'aperçoit, moi-même je l'ai vécu, que des personnes qui ont la maladie Alzheimer, par exemple, elles retrouvent un peu de gestion de l'espace, du temps et surtout de l'envie de communiquer. On m'a dit récemment sur un salon, on m'a souvent posé la question, les enfants autistes par exemple. Et l'autre fois sur un salon, j'ai eu un très beau retour. C'est une dame qui est passée qui m'a dit, vous savez, ma fille vous en a pris, elle travaille avec des enfants autistes et avec un certain nombre, elle a réussi à rétablir une communication en travaillant avec les mandalas. Si vous êtes trop dans l'hémisphère gauche, dans l'action, dans le faire, ça va vous amener à vous poser, à vous connecter à vous-même, à retrouver vos ressentis. Vous allez bien sûr refaire des connexions avec l'hémisphère droit.
On s'aperçoit par exemple que les personnes qui ont une rééducation à suivre, vous savez, après un accident ou quelque chose, si elles pratiquent régulièrement le mandala, la rééducation va aller plus vite. Toujours pareil, parce qu'au niveau du cerveau, il y a des connexions qui vont se refaire. Alors pourquoi le mandala? Parce que c'est un outil tout simple, hein. Quelques modèles, des crayons, 10 minutes, et ça suffit. On n'est pas obligé de terminer un mandala qu'on a commencé. C'est une question qu'on me pose souvent. Vous pouvez commencer un mandala et puis vous le continuerez le lendemain ou le surlendemain. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh, j'en ai plein à la maison, mais je n'arrive pas à commencer. » Ben, fixez-vous 5 minutes ou 10 minutes, un créneau horaire pendant une semaine, et vous allez voir finalement, quand vous allez vous apercevoir du bien que ça va vous faire, vous allez avoir envie de continuer à pratiquer régulièrement. Avez-vous des questions pour l'instant? Alors, on peut faire plusieurs choses. Un mandala que l'on regarde va aussi nous faire du bien. Il y en a qui l'utilisent comme support de méditation. Mais le mandala a aussi une énergie. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Je viens de faire construire, et dans ma nouvelle maison, je me suis construit un atelier de 30 mètres carrés. Et bien sûr, dans mon atelier, bon, j'accueille des formations, mais souvent je crée, et j'ai mis plein de mandalas au mur. Hein. Et j'ai de la famille qui n'est pas du tout dans cette énergie-là, hein, qui a beaucoup de mal avec tout ça. Mais quand ils arrivent, ils vont dans l'atelier, ils commencent à discuter là. Oh, qu'est-ce qu'on est bien là! Oh, qu'est-ce qu'on est bien! Et ils restent là, il n'y a pas moyen de les faire sortir de l'atelier. Hein. Le mandala, en fait, va envoyer une énergie équilibrante, parce que vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est équilibré. Hein. C'est aussi selon la couleur, alors celui-ci, je l'ai fait en rouge aussi, qui selon la couleur va apporter une certaine énergie. Vous voyez qu'un mandala comme ça n'apporte pas du tout la même énergie que celui-ci. Hein, ou que celui-ci. Vous savez, une fois, j'ai rigolé parce que j'avais mis sur mon stand un mandala dans les bleus, comme ça, les bleus, les violets. Et puis, c'était l'hiver, il faisait très froid dehors. Et les gens, ils passaient, « Oh, j'aime pas trop celui-là, pas trop celui-là. » Puis d'un coup, je me suis dit, mais c'est vrai, dehors, il fait très froid, ils ont besoin de chaleur, de soleil. Alors, je l'ai changé, j'ai mis celui-là. Et ils s'arrêtaient devant celui-là. « Ah, il est joli, oui. » Bah, tout simplement, il faisait très, très froid dehors. Ils avaient besoin de chaleur, de soleil. Donc, chaque mandala a une vibration, une énergie. C'est pour ça aussi que le choix d'un mandala est très personnel. Parce qu'une personne, par exemple, qui est beaucoup dans l'hémisphère gauche, elle va plus choisir des mandalas un peu géométriques, très fouillés. Puis une personne qui est tendance hémisphère droite, elle va prendre des choses plus rondes, plus fleuries, plus aérées. Hein? Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de voir comment on évolue dans les mandalas. Parce que moi, j'ai eu une stagiaire une fois, on faisait de la création, elle ne construisait que des choses géométriques. Or, c'est une personne qui faisait du reiki, qui avait vraiment qui travaillait beaucoup à l'intuition. Et quand elle voyait faire que de la géométrie, elle me dit « Mais c'est pas moi ça, c'est pas moi du tout ». Mais je dis peut-être que justement, ton corps, il a besoin de rétablir un certain équilibre. Comme elle était très, très hémisphère droit, qu'elle fonctionnait beaucoup avec son intuition, ses ressentis, ben là, dans le mandala, elle avait besoin justement d'aller un peu vers l'hémisphère gauche. Elle ne faisait que des mandalas géométriques. Mais ces mandalas, au contraire, ils lui renvoyaient l'énergie de l'hémisphère gauche et donc ils lui ramenaient l'équilibre. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a un hémisphère qui est mieux que l'autre. Les deux sont très bien. Et l'idéal, c'est d'être en équilibre. Hein? Alors, prenez des activités qui peuvent vous paraître vraiment ingrates. Hein. Bon, je ne sais pas, moi, j'avais horreur de faire les carreaux avant. Ben maintenant, parce que si on fait les carreaux en se disant « Vite, dans un quart d'heure, il faut que j'ai fini. Et il y a encore des traces là et tout ça. » C'est sûr, on s'énerve. Mais si on se met une musique et qu'on s'amuse à faire des arabesques et des dessins sur les carreaux ou à regarder comment le soleil brille, et ben finalement, au lieu de s'être énervé, de s'être épuisé à faire ces carreaux, on s'est ressourcé parce qu'à la fois, on a connecté les deux hémisphères. Et on s'aperçoit qu'il y a énormément d'activités qu'on peut faire comme ça. Vous savez, des fois, moi, quand je commence à voir que je pense à plusieurs choses en même temps, que je ne suis plus très efficace, je me pose, je regarde un mandala où j'en colore un 10 minutes et après, on est 10 fois plus efficace. Donc finalement, les 10 minutes, elles ne sont pas perdues. Hein. Elles sont vraiment gagnées. Parce qu'à la fois, on s'est fait du bien, mais à la fois, on repart avec une autre énergie. Alors ça, c'est pour la simple mise en couleur. Donc on peut mettre un mandala en couleur, on peut le regarder, on peut en avoir chez soi. Et puis après, on peut aborder la création. Alors Marie Pré dit création, attention,
on peut remuer beaucoup de choses. Hein. C'est-à-dire que le mandala, on va projeter dans le mandala ce qu'on a un peu à l'intérieur de nous-mêmes. Mais ce qui va être très important, c'est l'intention qu'on met de mandala. C'est-à-dire si quand vous créez votre mandala, vous le créez avec l'intention de le mettre au mur pour faire joli, vous n'allez pas du tout créer le même mandala que si vous le créez avec l'intention, par exemple, de vous décharger d'une colère ou d'une tristesse ou quelque chose comme ça. Donc l'intention que vous allez mettre dans votre mandala en le créant va être très importante. Hein? Alors la création, si vous la faites tout seul, eh bien, il suffit simplement d'avoir une personne ressource avec qui vous pouvez en causer pour pouvoir mettre des mots sur ce qui peut vous gêner dans le mandala. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que la difficulté de la personne descend tout de suite dans le premier mandala. Moi, j'ai fait de l'accompagnement aussi bien individuel qu'en groupe avec les mandalas. J'ai aussi, dans mon école de développement personnel, bien sûr, appris à accompagner avec la parole, avec le rêve éveillé. Je suis conseillère en fleurs de bac, donc j'ai plein d'outils. Et je me suis rendu compte que c'est avec le mandala que j'avais une efficacité beaucoup plus rapide. Je vais vous donner quelques exemples. Une personne qui vient avec la problématique qui me dit oh, j'arrive plus à rien faire, le travail, je rentre à la maison, je suis épuisée, je me mets dans un canapé. Avant, j'étais créative, je faisais du jardin, je faisais de la confiture, je faisais plein de choses. J'arrive plus à rien faire. Bon, donc je lui fais choisir un mandala à compléter et elle choisit un mandala, c'était une fleur. Et au centre de la fleur, il y avait comme une marguerite avec plein de petits points. Bon. Donc, à cette époque-là, j'avais une pièce qui me servait d'atelier. À côté, j'avais un bureau. Donc, je la laisse travailler. Puis, je reviens une demi-heure après. Elle en avait fait 1 cm². Bon, je vous laisse travailler. Je reviens au bout d'1 heure et demie, parce que quand même, les séances, ce n'était pas 3 heures. Donc, je reviens au bout d'1 heure et demie. Elle n'avait même pas fini le cœur de la fleur qui était grand comme ça. Et en fait, elle changeait d'outils et de couleurs à chaque petit point, en prenant le temps de choisir ce qu'il lui fallait, de réfléchir, est-ce qui était mieux et tout ça. Et donc, petit à petit, moi j'ai bien vu que tout de suite, il y avait un perfectionnisme hyper exagéré et que finalement... Mais moi, je ne lui ai pas dit, parce que ça n'aurait servi à rien, parce que ce n'est pas quelque chose que, je veux dire, qui est positif dans l'idée de la personne à un perfectionnisme à outrance. Mais petit à petit, avec des questions, je l'ai amené à en prendre conscience. Ah ben oui, c'est ça qu'elle me dit. Je suis tellement perfectionniste que finalement, je n'arrive plus à faire quoi que ce soit. Je préfère ne rien faire. Et alors, comme travail, pour la fois d'après, on se voyait à peu près tous les 3 semaines à mois, je lui ai dit, écoutez, voilà, vous choisissez 2 mandalas, mais vous n'aurez droit qu'à 3 couleurs pour chaque mandala. Elle est revenue 3 semaines après, elle me dit, votre consigne, je me suis dit que c'était impossible à faire. Alors, j'ai triché, j'ai pris l'aquarelle, parce qu'avec 3 couleurs, on pouvait en faire plus en les mélangeant. Donc, j'ai fait mon premier mandala comme ça, puis je me suis aperçue que finalement, il était très joli. Alors, le deuxième, j'ai joué le jeu des 3 couleurs. Et puis finalement, il a été très vite fait et je l'ai trouvé magnifique. Donc, je l'ai accroché. Et maintenant, quand je commence quelque chose, je repense toujours à mes mandalas. Je ne l'ai pas revu, cette personne-là, parce que ça a complètement débloqué la situation. Alors, le dessin n'est pas obligé d'être symétrique. Regardez, ce mandala-là, si vous regardez les fleurs jaunes, par exemple, il n'est pas symétrique. Par contre, plus il va être symétrique, plus vous allez recontacter cette structure et cet hémisphère gauche. C'est-à-dire qu'il est actuellement sur le marché des mandalas, surtout pour enfants qui sont avec plein de personnages complètement désorganisés. Pour moi, ça, ce n'est pas un mandala. D'abord parce qu'on a du mal à situer le centre, ou alors c'est la tête du personnage et qu'il n'est pas bien centré. Et en plus que le centre est trop grand. Il faut quand même que, dès que vous le regardez, vous sachiez où poser votre œil. Après, qu'il n'ait pas une organisation parfaite ou une symétrie parfaite, ça n'a aucune importance. Même si vous mettez les couleurs sans symétrie, ça n'a pas d'importance. Mais il faut quand même qu'il y ait une organisation. Et surtout qu'il soit construit sur une structure. Alors, il y a aussi différentes qualités de mandala. Actuellement, il y a plein de mandalas sur le marché. Pourquoi? Parce que sur informatique, c'est très facile de faire des mandalas. Vous choisissez une figure géométrique et après vous choisissez des motifs et d'un clic, vous les reproduisez. Mais si vous réfléchissez bien, dans la nature, la reproduction à l'identique n'existe pas. Vous avez 1000 coccinelles, elles seront toutes les 1000 différentes.
et mettez à côté un mandala fait sur informatique et un mandala dessiné à la main, vous verrez qu'il y en a un qui est vivant et l'autre qui est plat. Tout simplement parce qu'il y en a un qui est contre nature. En plus, il laisse croire que la perfection existe. Ce n'est pas vrai. Il n'y a aucune reproduction à l'identique. Donc un mandala dessiné à la main va être beaucoup plus vivant, beaucoup plus vibrant qu'un mandala fait sur informatique. De même que vous avez à l'heure actuelle beaucoup d'albums, mandala pour le deuil, mandala pour la naissance, mandala pour la grossesse. Alors là, je vais vous raconter une petite anecdote parce que vous savez, moi, je me suis posé toutes ces questions-là. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai eu les réponses au fur et à mesure. Donc, je me suis quand même posé cette question-là. Et j'avais dans mes mandalas un mandala qui était une main au milieu avec une rose dessus et autour des guirlandes de fleurs. Et ce mandala était très souvent choisi. Et quand je demandais pourquoi, on me disait « Oh, la rose, c'est l'amour, la main, c'est le don, les fleurs autour, c'est la générosité. » Bon, très bien. Et un jour, j'ai une personne qui vient et qui feuillette mon album et qui voit devant celui-ci « Oh, il est d'une violence, celui-là !» Et elle se met à faire une crise d'étouffement. Bon, alors je sors rescue, respirer, on se calme, tout ça. Elle regarde d'autres mandalas. Puis je lui dis, j'aimerais quand même bien que vous le regardiez et vous me disiez pourquoi il vous fait cet effet-là. Et elle le regarde et me dit, mais cette main qui sort dans c'est où là? C'est d'une violence, ça. Bon, il faut savoir que cette personne-là, dans son histoire, elle a été agressée et depuis, elle est en fauteuil roulant. Donc vous voyez, ce mandala, il lui parlait d'elle. Mais imaginez que moi, je lui donne ce mandala en lui disant, mais c'est le mandala de l'amour, c'est le mandala de la générosité. Mais non, chacun va projeter dans le dessin et dans le mandala qu'il regarde la façon dont il lui parle à lui. Pourquoi moi, est-ce que je dirais que ce mandala, il va permettre de travailler sur le deuil ou celui-là sur la naissance? On peut se faire confiance, il faut faire confiance à la personne. Après que vous mettiez cette intention-là en choisissant le mandala, c'est-à-dire, tiens, je vais choisir un mandala pour travailler sur le deuil. Là, ma grand-mère, c'est un peu difficile. Et vous feuilletez, ah oui, c'est celui-là. Peut-être parce qu'il vous fera penser à cette grand-mère, peut-être parce qu'il correspondra à votre humeur du moment. Mais au moins, vous aurez été autonome dans le choix du mandala. Vous ne ferez pas un mandala parce qu'on vous a dit que celui-là, il était bon pour le deuil. Moi, je prône vraiment beaucoup l'autonomie de la personne, la ramener à ses ressentis, à son intuition. C'est elle qui sait les couleurs qui sont bonnes pour elle. Ce n'est pas moi. C'est elle qui sait quel effet va lui faire ce mandala. Et vous voyez, en fait, les réponses m'ont été données par ma pratique. C'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, on se pose une question et puis, si on est un petit peu dans cette ouverture, on a forcément la réponse. Alors moi, je dirais, faites-vous confiance. Avec les mandalas, choisissez-les pour vous. Ouvrez vos couleurs, laissez-vous attirer par les couleurs et laissez votre main faire comme elle a envie de faire. Si vous avez envie de créer, vous créez. Si vous avez envie de colorier, vous coloriez. Vous savez, le coloriage, combien de personnes qui me disent « Oh, c'est pour les enfants, ça ?» Ben oui, mais l'hémisphère droit, c'est aussi la part enfant intérieur qu'on a en nous. Et notre petite fille, notre petit garçon intérieur, il a très envie encore de s'amuser, de jouer, de se faire plaisir, d'avoir des belles couleurs. Et pourquoi pas colorier un mandala? Il y a une expérience aussi qui m'a interpellée une fois. C'est des parents qui m'ont dit, quand on se met autour de la table et qu'on fait tous des mandalas ensemble, le dialogue n'est plus du tout le même. Parce qu'à ce moment-là, les enfants, surtout les ados, ils se mettent à nous parler de choses importantes pour eux. Ben oui, les enfants, les parents autour de la table, il n'y a plus un enfant, un adulte, il y a que des personnes qui acceptent de redevenir enfants, de recontacter leur âme enfant. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, l'ado, il n'est plus face à un adulte qui a autorité. Il est face à une personne comme lui. Et là, les confidences se font. Prenez une activité comme les mandalas éphémères, parce que les moines tibétains, ils en font aussi. Mais on peut très bien en faire à l'européenne. Il y en a plein d'affichés sur mon stand au fond du hall vert. Vous motivez une promenade en famille. On choisit un thème, l'automne, les graines, où on ramasse tout ce qu'on trouve. Après, on se met sur une table ronde ou sur une terrasse, on trace quelques cercles à la craie ou sur une nappe en papier, on trace un centre, un cercle. Et chacun pose des éléments. On fait un beau mandala, on prend une photo
et on le démonte. Et ce qui est très intéressant, c'est que moi je dis toujours, je fais souvent ça en groupe, il faut que chacun à la fin puisse dire quelle est son idée qui est dans le mandala final. Comment vous acceptez une idée qui ne vous plaît pas? Comment vous imposez vos propres idées? En fait, il se passe plein de choses. J'en ai fait un avec un groupe de 6 personnes âgées. On a passé un quart d'heure sur poser les lentilles roses. Il y en a qui voulaient toutes serrées, il y en a qui voulaient très aérées, il y en a qui voulaient... Eh bien, on s'est aperçu que finalement, tout le monde n'avait pas les mêmes ressentis, tout le monde n'avait pas les mêmes choses. J'ai fait une fois un stage, j'avais 4 personnes, et j'avais 3 personnes très en difficulté, et dedans, j'avais une personne qui faisait de la sophrologie, qui avait déjà fait énormément de choses. Je propose donc le mandala éphémère. Moi, j'étais un peu gênée, parce qu'en plus, la personne qui faisait la sophrologie, elle était la seule à ne pas rentrer chez elle, donc on mangeait ensemble. Je dis, écoute, je suis un peu gênée, parce que vous n'êtes pas du tout dans la même énergie. Et après, elle m'a dit, mais non, au contraire, j'aurais été avec 3 autres personnes dans la même énergie que moi, on aurait eu les mêmes idées. Alors que là, ils m'ont apporté des idées auxquelles j'aurais absolument pas pensé. Et finalement, chacun s'était enrichi des idées des autres et le mandala final était très intéressant. Donc il y a ce côté-là aussi qui est intéressant. C'est que c'est une activité qu'on peut faire à partir de 2 ans. On pose des Legos en forme de mandala. Et on peut aller jusqu'à 90, 99 ans, il n'y a aucun problème. Il y a une personne, une fois, qui m'a rapporté... j'ai sur mon stand des mandalas en forme de losange, qui après on peut assembler. On peut les assembler à l'infini. Ce sont des angles à 60 et 120 degrés, donc on peut les assembler indéfiniment. Et cette personne, elle m'a dit, voilà, c'était les 100 ans de l'arrière-grand-mère de la famille, puis il s'est mis à pleuvoir. Alors, on ne savait pas trop quoi faire. L'après-midi était un peu long. J'ai sorti mes mandalas losanges. Chacun en a fait un, a mis son prénom. Et après, moi, je les ai tous collés ensemble et je les ai offerts à la grand-mère en souvenir de la journée de ses 100 ans. Donc, vous voyez, en fait, c'est une activité qui va s'adapter à tous les âges, qu'on peut faire en famille, qu'on peut faire seul, de façon éphémère. On peut créer, on peut colorier, on peut faire des collages, on peut utiliser les tampons, on peut faire en pâte à modeler. Ça, c'est très intéressant aussi, le mandala en pâte à modeler. Parce que quand je sors mes pots de pâte à modeler de toutes les couleurs, il y a d'abord des sourires, des rires. Oh, ça me fait penser à la maternelle et tout ça. Puis finalement, les gens y prennent beaucoup de plaisir parce que c'est des textures agréables aussi. Alors, 2 avantages. On peut faire du volume et on peut changer à tout moment. J'ai une personne, une fois, elle voit sortir les pots de pâte à modeler et elle me dit « Oh, chic, on va pouvoir faire du volume !» Très bien. Et puis je la vois, elle faisait son mandala en pâte à modeler et elle aplatissait tout. Elle aplatissait, mais fort, elle l'appuyait sur la table. Puis au moment de l'échange, elle dit, moi je voulais faire un truc en volume, puis je m'aperçois qu'il est tout plat, mon mandala. Ah oui, il y a quelque chose que tu aplatis dans ta vie à l'heure actuelle? Oh là oui, moi je m'aplatis devant les autres, c'est toujours pour les autres, voilà, toujours raison, c'est toujours leurs idées, on fait toujours ce qui leur plaît, mais alors moi... peut-être qu'on pourrait dire ce que tu aurais envie de faire et puis au fur et à mesure remettre du volume. Le mandala, c'était une grande fleur qu'elle avait fait, qu'elle avait bien aplati tous les pétales. Elle l'a fait, elle a redonné du volume et au fur et à mesure, elle a redonné du volume, elle se sentait mieux et elle sentait venir tout ce qu'elle aurait pu mettre en place pour un petit peu moins s'aplatir devant les autres. Vous voyez, donc travailler en volume, c'est intéressant aussi. J'ai eu une expérience marrante une fois aussi. C'était une personne que j'accompagnais en individuel. Et je lui demandais toujours, quand elle arrivait, sur quoi elle voulait travailler. Elle me dit, voilà, au travail, il suffit qu'il y ait un petit truc qui n'aille pas dès le matin et ça me gâche toute la journée. Alors elle me dit, j'ai beau me raisonner, j'ai beau dire c'est pas grave, ma journée est fichue dès qu'il y a un petit pet le matin. Alors moi, j'avais photocopié des mandalas 2-3 jours avant et il y avait la machine qui ne marchait pas, qui avait fait un grand trait au milieu des mandalas. Donc... je lui ai dit, tiens, voilà un mandala, il a aussi un petit pet. Donc, tu vas essayer de faire avec. Bon. Alors, je reviens et en fait, elle avait dessiné un coloriage, un quadrillage sur le mandala. Donc, il y avait les fleurs en dessous et le quadrillage par-dessus, que ma foi, c'était très joli. Et je lui dis, maintenant, il faut le colorier. Donc, tu choisis soit les fleurs, soit le quadrillage. Il faut que tu trouves une solution. Oh, faire des choix, qu'elle me dit. Oh là là, j'ai du mal. Je lui dis, écoute, prends le temps, réfléchis. Et je reviens à peu près 3/4 d'heure après, elle allait assez vite. Alors, elle n'avait pas triché, elle avait pris du orange et du violet. Donc, elle n'avait pas essayé de prendre des couleurs qui se ressemblaient pour... non, 2 couleurs bien complémentaires. Elle avait une fois choisi le quadrillage, une fois les fleurs, c'était magnifique. Et elle me dit, mais je le trouve superbe.
Je lui dis, tu vois, d'un petit pet, on peut en faire quelque chose. Donc, je lui ai donc donné comme travail 2 autres mandalas dans lesquels j'avais rajouté moi-même des traits et des défauts. Je lui ai dit, ben voilà, tu continues et pour la prochaine fois, tu colores ces mandalas-là et tu essaies d'intégrer le défaut. Bon. Et quand elle revient 15 jours, 3 semaines après, elle me dit, ben, tu sais, au travail, dès qu'il y a un petit pet, je pense au mandala. Et je me dis, mais c'est pas grave, je peux en faire quelque chose de beau, je peux le transformer. Et elle m'apporte le mandala sur lequel j'avais fait un grand trait. Et le trait était là, elle avait colorié le mandala sans en tenir compte. Ben, je lui dis, et le trait et le défaut là, du mandala? Ah, je ne le vois plus, qu'elle me dit. Donc vous voyez, au travers du travail qu'on avait fait avec le mandala, aussi bien pour la perfection, pour ça, le fait de le travailler concrètement fait que dans le quotidien et dans la réalité, on ne va plus avoir besoin de le mettre en œuvre. Et moi, je me suis vraiment aperçue que quand je faisais de l'accompagnement individuel avec les mandalas, je donnais souvent en premier exercice un mandala à compléter, il y avait le centre qui était vide et il n'y avait pas de périphérie, et la consigne était dessinez quelque chose au centre et faites une périphérie. Et là, je voyais tout de suite la problématique de la personne. Alors bien sûr, moi, je ne lui disais pas, mais je l'amenais à en parler. Et si jamais à la première séance, ça ne venait pas, ça m'est arrivé, eh ben, à la deuxième séance, ça avait mûri. Et on le voyait tout de suite. Mais très souvent, en fait, dès que la personne, elle fait, elle se rend compte. Avez-vous des questions? Alors ça, c'est Sienne en Italie. Voilà. J'ai aussi des photos. Les crop circles. La plupart des crop circles sont des mandalas. Sinon, je vous ai tout montré. Alors de même qu'on peut aussi s'amuser à faire un mandala de plusieurs couleurs. On n'est pas obligé de remplir un mandala. Ici, j'ai joué avec les blancs, avec le blanc, parce que souvent, les gens s'obligent à remplir un mandala, mais le blanc, c'est aussi l'espace, c'est aussi l'endroit pour accueillir. Alors, ce qui est intéressant aussi, j'ai découvert dernièrement un livre qui s'appelle Mandala, l'art de créer l'avenir. Et en fait, c'est une personne qui travaille en Amérique, je crois, au Canada, je ne sais plus trop. Et elle s'est aperçue que les mandalas avaient une énergie et qu'on pouvait leur remettre une énergie particulière et une intention. Par exemple, elle donne des exemples de personnes qui cherchaient à vendre leur maison et la maison ne se vendait pas. Elle leur a fait créer un mandala pour vendre la maison. Les personnes l'ont accroché dans la maison et dans les 15 jours, la maison a été vendue. On pouvait faire un mandala, par exemple, pour guérir. Elle donne l'exemple d'une personne qui c'était des 1000 pouces. Elle avait le pouce qui fonctionnait mal depuis très longtemps. Elle a fait un mandala et quand elle est revue après, son pouce était redevenu normal. Donc, on peut donner une énergie au mandala en le construisant une intention. On peut faire des mandalas pour l'abondance, on peut faire des mandalas pour la paix, on peut faire des mandalas pour se donner de l'énergie. En construisant son mandala, mais même en coloriant son mandala. On va pouvoir dire, là aujourd'hui, je choisis un mandala pour me calmer ou un mandala pour avoir une réponse, parce que ça aussi. En fait, si vous réfléchissez bien, quand on a une décision importante à prendre, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, on entend la télé, on entend Pierre, Paul, Jacques qui nous donnent des conseils. Et au bout d'un moment, on ne sait plus. Et bien dans ces cas-là, moi je dis, si vous avez une décision importante à faire, faites un mandala en vous posant cette question. Pourquoi? Parce que votre mandala va vous mettre en équilibre cérébral. C'est-à-dire, vous n'allez pas choisir la décision, vous n'allez pas prendre votre décision rien qu'avec l'hémisphère droit connecté à votre intuition. Parce que le monde, ce n'est pas ça. Il y a la réalité, il y a le concret. Vous n'allez pas choisir rien qu'avec le mental. Ah, Pierre m'a dit ça, c'est vrai que. Vous allez être en équilibre cérébral. Donc déjà, votre mandala va vous ramener à vous, vers votre centre. Vous n'allez plus être interpellé par tout ce que vous avez entendu. Mais en plus, comme vous allez être en équilibre cérébral, vous allez prendre votre décision à la fois connectée à votre intuition, à votre ressenti, à ce qui est bon pour vous, mais aussi à la fois connectée à la réalité, au quotidien, parce qu'elle existe, elle est là, il ne faut pas la nier. Donc, par exemple, un mandala avant de prendre une décision est un très bon travail. Alors, pour terminer, vous pouvez venir voir sur mon stand, j'ai pas mal de mandalas. Moi, je crée depuis 2-3 ans maintenant des albums de mandalas
pour tous les âges. Mon objectif, c'est vraiment de faire connaître cet outil-là. J'ai fait des petits albums avec un dos cartonné parce que j'ai pensé au monde de l'hôpital, par exemple, quand on va attendre pour une consultation ou quand on est malade, qu'on est dans son lit, plutôt que regarder le plafond. Ça a été utilisé pour des personnes en fin de vie qui ont vraiment beaucoup mieux vécu ce moment parce qu'elles ne pensaient plus à leurs maux, à leur misère, mais on lâche vraiment prise quand on est dans le mandala. Hein, j'ai pensé aussi au voyage. Un petit album se glisse facilement dans le sac. Plutôt que s'énerver à attendre le train ou l'avion, on fait un mandala, on se fait du bien. Voilà. Faites connaître, c'est un outil très simple. Il suffit de quelques modèles, de quelques crayons. Vous le faites au crayon de couleur, au feutre, à la peinture. Peu importe, l'essentiel, c'est de se faire plaisir. Hein. Donc, un outil très simple, très facile à utiliser, qui fait beaucoup de bien. Et vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Si vous vous sentez un coup de déprime, un coup de blues, vous sentez que vous partez dans tous les sens, prenez un mandala, faites-vous du bien. Ils seront sans arrêt à votre disposition. Vous ne serez pas dépendant de prendre un rendez-vous, d'aller quelque part. Si c'est le soir que vous n'allez pas bien, faites un mandala. Donc, je suis au fond du hall vert, au stand de N22. Si vous voulez venir me poser quelques questions, vous pouvez, à moins qu'il y ait des gens qu'on ait encore une pour l'instant. Eh bien, je vous remercie de votre présence. Mais vous pouvez tout à fait